Le 14 avril 1943, le fils aîné de Staline mourut dans le camp de concentration de Sachsenhausen. Selon les rapports officiels, il s'approcha délibérément d'une clôture électrifiée. Quelques minutes plus tard, il reçut plusieurs coups de feu de la part des gardes allemands. Son cadavre fut analysé par des médecins nazis. Staline, en étant informé, répondit par une seule phrase : « La guerre est la guerre ». Yakov Djougachvili ne fut jamais un fils protégé. Abandonné par Staline après la mort de sa mère, il grandit en Géorgie sans contact avec son père. Il fut rejeté, humilié publiquement, obligé de vivre au Kremlin comme un intrus et méprisé pour son désir de reconnaissance. Quand il tomba prisonnier en 1941, Staline le considéra comme un traître. Quand l'Allemagne proposa un échange, il refusa catégoriquement. Pourquoi Staline préféra-t-il laisser mourir son propre fils plutôt que de négocier? Que révèle son histoire sur le totalitarisme soviétique? Et quel rôle joua Yakov? Victime, symbole ou obstacle? Fils oublié, le mépris de Staline, depuis le berceau. Le 31 mars 1907, dans le village de Baji, Géorgie, naquit un enfant destiné à porter l'un des noms de famille les plus lourds du XXe siècle, bien qu'il ne lui fût jamais permis de l'utiliser. Yakov Yosifovitch Djougachvili vint au monde quand son père, Yossif Djougachvili, était à peine un opératif bolchevique en ascension qui se transformerait plus tard en Joseph Staline. Kato Svanidze, sa mère, représentait tout ce que Staline abandonnerait sur son chemin vers le pouvoir. Dévote et enracinée dans les traditions orthodoxes géorgiennes, elle avait insisté sur une cérémonie religieuse que l'athée Staline accepta comme concession temporaire à ses sentiments humains. Les premiers mois de Yakov se déroulèrent dans une atmosphère de clandestinité constante, tandis que la famille fuyait entre Tiflis et Bakou pour échapper aux autorités tsaristes. En décembre 1907, quand Yakov avait à peine 8 mois, la tragédie frappa de manière dévastatrice. Pendant un voyage de retour à Tiflis, Kato contracta la fièvre typhoïde et mourut le 5 décembre. Staline, détruit, exprima des paroles qui révéleraient son durcissement futur. « Cette créature adoucit mon cœur de pierre. Avec sa mort mourut en moi tout sentiment humain. » Dans un geste dramatique que ses camarades se rappelleraient pendant des décennies, il se jeta dans le cercueil de sa femme et dut être physiquement séparé de lui. Mais si la mort de Kato fut une blessure ouverte dans l'âme de Staline, le destin de Yakov se transforma en quelque chose d'encore plus tragique. La décision qui suivit définirait pour toujours la relation père-fils. Staline remit l'enfant à la famille Svanidze et disparut de sa vie pendant plus d'une décennie. Pour Yakov, cela signifiait grandir sans référence paternelle, parlant géorgien et complètement déconnecté du monde politique que son père aidait à forger à Moscou. Les Svanidze élevèrent Yakov avec amour, mais ne pouvaient pas remplacer ce qu'il avait perdu. L'enfant développa un caractère réservé et gentil, avec un désir profond de plaire aux adultes. Cependant, il commença aussi à montrer des signes de l'insécurité émotionnelle qui l'accompagneraient toute sa vie. En 1921, Staline décida de l'emmener à Moscou. Les retrouvailles ne furent pas une réunion familiale aimante, mais la rencontre froide entre un homme puissant et un adolescent inconnu qui ne parlait pas russe couramment. Staline avait refait sa vie avec Nadejda Alilouyeva, avec qui il avait 2 enfants, Vassili et Svetlana. Yakov fut incorporé non comme membre à part entière de la famille, mais comme une présence gênante. Il dormait dans le salon de l'appartement du Kremlin, sans chambre propre. Nadejda Alilouyeva, à peine 6 ans plus âgée que Yakov, tenta de créer des ponts émotionnels, mais la barrière érigée par Staline était impénétrable. Une des manifestations les plus cruelles fut l'interdiction explicite d'utiliser le nom de famille Staline. Quand Yakov exprima son désir de l'adopter, la réponse fut tranchante. « Tu n'es pas digne de le porter ». Cette négation était plus qu'un refus formel. C'était la déclaration que pour Staline, Yakov n'était pas seulement insuffisant comme fils, mais dispensable comme personne. Malgré cette hostilité systématique, Yakov continuait à chercher désespérément l'approbation paternelle. C'était un jeune homme qui ne se rebellait pas avec violence, mais avec tristesse, qui ne confrontait pas, mais se résignait. En 1928, la relation atteignit son point de rupture. Yakov était tombé amoureux de Zoya Gounina, fille d'un prêtre orthodoxe.
Quand ils manifestèrent leur intention de se marier, Staline réagit violemment, humiliant publiquement la jeune femme jusqu'à la faire pleurer. Yakov, désespéré par la pression et l'humiliation, prit un pistolet et se tira dans la poitrine. La balle manqua le cœur de quelques centimètres, mais traversa son poumon gauche. Staline ne le visita pas à l'hôpital. Sa seule réaction fut méprisante. « Tu ne peux même pas bien te tirer dessus. » C'était la confirmation finale que pour Staline, la faiblesse humaine était impardonnable, même dans son propre sang. Cet épisode marqua définitivement la relation entre père et fils. À partir de ce moment, toute possibilité de réconciliation émotionnelle fut enterrée pour toujours. Les années suivantes furent marquées par une distance qui devint presque physique. Staline le tolérait mais ne le reconnaissait pas, le maintenait mais ne l'aimait pas. Cette première étape établit les modèles qui définiraient tout ce qui viendrait après. L'abandon précoce, la recherche désespérée de validation et la compréhension douloureuse que son père le voyait comme un échec personnel plutôt que comme un fils. Identité niée, l'évolution d'un fils sans patrie. Le 31 mars 1907, dans le village de Baji, Géorgie, naquit un enfant destiné à porter l'un des noms de famille les plus lourds du XXe siècle, bien qu'il ne lui fût jamais permis de l'utiliser. Yakov Iosifovitch Djougachvili vint au monde quand son père, Iosif Djougachvili, était à peine un opératif bolchevique en ascension qui se transformerait plus tard en Joseph Staline. Kato Svanidze, sa mère, représentait tout ce que Staline abandonnerait sur son chemin vers le pouvoir. Dévote et enracinée dans les traditions orthodoxes géorgiennes, elle avait insisté sur une cérémonie religieuse que l'athée Staline accepta comme concession temporaire à ses sentiments humains. Les premiers mois de Yakov se déroulèrent dans une atmosphère de clandestinité constante, tandis que la famille fuyait entre Tiflis et Bakou pour échapper aux autorités tsaristes. En décembre 1907, quand Yakov avait à peine 8 mois, la tragédie frappa de manière dévastatrice. Pendant un voyage de retour à Tiflis, Kato contracta la fièvre typhoïde et mourut le 5 décembre. Staline, détruit, exprima des paroles qui révéleraient son durcissement futur. « Cette créature adoucit mon cœur de pierre. Avec sa mort mourut en moi tout sentiment humain. » Dans un geste dramatique que ses camarades se rappelleraient pendant des décennies, il se jeta dans le cercueil de sa femme et dut être physiquement séparé de lui. Mais si la mort de Kato fut une blessure ouverte dans l'âme de Staline, le destin de Yakov se transforma en quelque chose d'encore plus tragique. La décision qui suivit définirait pour toujours la relation père-fils. Staline remit l'enfant à la famille Svanidze et disparut de sa vie pendant plus d'une décennie. Pour Yakov, cela signifiait grandir sans référence paternelle, parlant géorgien et complètement déconnecté du monde politique que son père aidait à forger à Moscou. Les Svanidze élevèrent Yakov avec amour, mais ne pouvaient pas remplacer ce qu'il avait perdu. L'enfant développa un caractère réservé et gentil, avec un désir profond de plaire aux adultes. Cependant, il commença aussi à montrer des signes de l'insécurité émotionnelle qui l'accompagnerait toute sa vie. En 1921, Staline décida de l'emmener à Moscou. Les retrouvailles ne furent pas une réunion familiale aimante, mais la rencontre froide entre un homme puissant et un adolescent inconnu qui ne parlait pas russe couramment. Staline avait refait sa vie avec Nadejda Alilouyeva, avec qui il avait 2 enfants, Vassili et Svetlana. Yakov fut incorporé non comme membre à part entière de la famille, mais comme une présence gênante. Il dormait dans le salon de l'appartement du Kremlin, sans chambre propre. Nadejda Alilouyeva, à peine 6 ans plus âgée que Yakov, tenta de créer des ponts émotionnels, mais la barrière érigée par Staline était impénétrable. Une des manifestations les plus cruelles fut l'interdiction explicite d'utiliser le nom de famille Staline. Quand Yakov exprima son désir de l'adopter, la réponse fut tranchante. « Tu n'es pas digne de le porter ». Cette négation était plus qu'un refus formel. C'était la déclaration que pour Staline, Yakov n'était pas seulement insuffisant comme fils, mais dispensable comme personne. Malgré cette hostilité systématique, Yakov continuait à chercher désespérément l'approbation paternelle. C'était un jeune homme qui ne se rebellait pas avec violence, mais avec tristesse, qui ne confrontait pas, mais se résignait. En 1928, la relation atteignit son point de rupture. Yakov était tombé amoureux de Zoya Gounina, fille d'un prêtre orthodoxe.
Quand ils manifestèrent leur intention de se marier, Staline réagit violemment, humiliant publiquement la jeune femme jusqu'à la faire pleurer. Yakov, désespéré par la pression et l'humiliation, prit un pistolet et se tira dans la poitrine. La balle manqua le cœur de quelques centimètres, mais traversa son poumon gauche. Staline ne le visita pas à l'hôpital. Sa seule réaction fut méprisante. « Tu ne peux même pas bien te tirer dessus. » C'était la confirmation finale que pour Staline, la faiblesse humaine était impardonnable, même dans son propre sang. Cet épisode marqua définitivement la relation entre père et fils. À partir de ce moment, toute possibilité de réconciliation émotionnelle fut enterrée pour toujours. Les années suivantes furent marquées par une distance qui devint presque physique. Staline le tolérait mais ne le reconnaissait pas, le maintenait mais ne l'aimait pas. Cette première étape établit les modèles qui définiraient tout ce qui viendrait après. L'abandon précoce, la recherche désespérée de validation et la compréhension douloureuse que son père le voyait comme un échec personnel plutôt que comme un fils. Peu après, il maintint une relation avec Olga Golicheva, une jeune étudiante d'idéologie progressiste. De cette union naquit son second fils, Yevgeny, en 1936. Bien que la relation ne conduisit pas au mariage, Yakov assuma la responsabilité comme père. Il enregistra l'enfant avec son nom de famille et se maintint présent dans sa vie, malgré les restrictions que lui imposait le contexte politique et familial. Staline, de son côté, ne reconnut jamais publiquement Yevgeny comme son petit-fils. L'indifférence ne s'étendait pas seulement à Yakov, mais aussi à sa descendance. En 1938, Yakov se maria avec Yulia Meltzer, une danseuse juive d'Odessa, qui avait été précédemment mariée avec un officier du NKVD. Ce choix, en apparence personnelle, avait des implications politiques profondes. Dans un moment où le régime commençait à montrer des signes croissants d'antisémitisme institutionnel, un mariage avec une femme juive ne passait pas inaperçu. Cependant, Yulia était une femme forte, avec une expérience dans les cercles du pouvoir et avec l'intelligence émotionnelle suffisante pour traiter avec le nom de famille de son nouvel époux. Cette même année naquit Galina, qui deviendrait la fille émotionnellement la plus proche de Yakov. La vie avec Yulia fut, selon des témoignages postérieurs, la plus stable que Yakov réussit à construire. Il vivait de façon modeste, sans grand luxe ni exposition publique. Yakov trouvait en elle une compagne ferme, capable de comprendre ses silences et ses frustrations. Galina, dans son enfance, se rappellerait que son père était un homme doux, réservé, qui lui lisait à voix basse et l'embrassait avec une tendresse qui ne semblait pas compatible avec l'image ferme du nom de famille qu'il ne pouvait pas utiliser. Le mariage représenta aussi une petite affirmation d'indépendance. Bien qu'il vécût encore sous l'ombre de Staline, Yakov avait réussi à former son propre noyau affectif, éloigné de la structure impersonnelle du Kremlin. Le choix d'une compagne avec un passé dans l'appareil de sécurité et en plus juive était un acte d'affirmation personnelle, peut-être aussi un geste inconscient d'opposition symbolique. Il ne fut jamais activement dissident, mais dans sa vie privée, il démontra qu'il ne partageait pas la logique d'exclusion, du contrôle absolu, ni de la peur qui régnait dans les couloirs du pouvoir. En 1937, une décision altéra à nouveau son cours. Son entrée à l'Académie d'artillerie de l'Armée rouge. Pour beaucoup, ce mouvement résultait inattendu. Pourquoi quelqu'un qui s'était formé comme ingénieur civil décidait-il maintenant de s'intégrer dans l'appareil militaire? Les réponses sont multiples, mais toutes pointent vers une même recherche, légitimité. Peut-être Yakov imaginait-il que dans l'armée, il pourrait être jugé par ses capacités techniques plutôt que par son nom de famille. Peut-être pensa-t-il que servir le pays depuis une institution officielle pourrait finalement le réconcilier avec son père. Pendant 4 ans, il se dédia à l'étude de l'artillerie lourde. C'était une branche qui exigeait des connaissances techniques avancées, coordination logistique et une compréhension détaillée de la physique appliquée. Là, ses antécédents comme ingénieur lui permirent de se distinguer. Ses instructeurs le décrivaient comme un étudiant compétent, discipliné, mais pas brillant. Il n'était pas un leader naturel ni un orateur passionné. Il manquait du charisme des grands commandants, mais il connaissait les mécanismes des pièces d'artillerie comme s'ils étaient des extensions de sa pensée logique. Malgré sa dédicace, le contexte n'était pas favorable. L'Académie, comme beaucoup d'institutions militaires à cette époque, avait été dévastée par les purges. Des centaines d'officiers avaient été arrêtés ou exécutés pour supposée trahison.
L'atmosphère était de méfiance. Les étudiants étaient évalués non seulement par leur performance technique, mais par leur fiabilité idéologique. Yakov, par son caractère introverti, était difficile à catégoriser. Il ne montrait pas d'enthousiasme pour le parti, mais ne commettait pas non plus d'erreurs idéologiques. Il se mouvait, comme toujours, dans le terrain incertain de la neutralité. Il obtint son diplôme en mai 1941, à peine quelques semaines avant que la Wehrmacht lance l'opération Barbarossa. Son assignation comme lieutenant au commandement d'une batterie du 14e régiment d'obusiers fut vue comme une décision prudente, suffisamment honorable pour un diplômé compétent, mais sans exposition excessive. Une position qui lui permettait de servir sans attirer trop l'attention. À la clôture de cette étape, Yakov avait réussi à construire une vie professionnelle et personnelle discrète, solide, sans scandale ni privilège, mais aussi sans affection paternelle ni soutien institutionnel. Il était un citoyen exemplaire, mais jamais un fils reconnu. Il avait obéi à toutes les règles, construit une famille, assumé des responsabilités, et cependant continuait à être vu comme une figure périphérique. Quelqu'un dont l'existence n'était pas niée, mais non plus pleinement acceptée. Son histoire, jusqu'à ce moment, était celle d'un homme condamné à exister entre deux mondes, celui du pouvoir absolu qui ne lui ouvrit jamais les portes, et celui de la vie ordinaire qui lui permit de respirer mais pas d'appartenir complètement. Dans une société où la proximité au pouvoir garantissait habituellement impunité ou prestige, Yakov était une exception douloureuse, le fils du dictateur, mais aussi le fils oublié. Dans la gueule du loup, capture pendant l'opération Barbarossa. Le 22 juin 1941, à 3h15 du matin, plus de 3 millions de soldats allemands et de l'Axe traversèrent la frontière occidentale de l'Union soviétique. C'était le début de l'opération Barbarossa. Pour Adolf Hitler, ce n'était pas simplement une offensive territoriale, mais une croisade idéologique. Il devait détruire le bolchevisme, exterminer ses élites et reconfigurer l'Est de l'Europe comme espace vital pour le peuple allemand. Le conflit qui s'ouvrait n'avait pas de place pour des règles ni des limites. Pour Staline, l'invasion signifia la démolition soudaine d'une stratégie diplomatique qu'il avait considérée magistrale. Le pacte Molotov-Ribbentrop, signé en août 1939, avait été conçu par lui comme une pause calculée. Une fenêtre pour réorganiser une armée rouge affectée par les purges de 1937 et en même temps observer l'Allemagne se saigner en Occident. Mais Hitler n'eut jamais l'intention de respecter les termes au-delà de l'utile. La nuit du 21 au 22 juin, Staline fut arraché de sa logique de pouvoir par la crudité des faits. La Wehrmacht venait pour tout. L'offensive allemande fut exécutée avec une précision terrifiante. Le modèle Blitzkrieg fut adapté à une échelle colossale. 3 groupes d'armées furent déployés. Le groupe Nord vers Leningrad, le groupe Sud vers l'Ukraine et le groupe Centre en direction directe de Moscou. Entre ce dernier et son objectif se trouvait la ville de Smolensk, nœud ferroviaire et point stratégique, situé à moins de 400 km de la capitale soviétique. C'était là que le destin de Yakov Djougachvili prendrait un tournant irréversible. Yakov, récemment diplômé de l'Académie d'artillerie, avait été assigné au 14e régiment d'obusiers de la 14e division blindée. Cette unité, située dans le secteur occidental du front central, avait la mission d'offrir un feu d'appui contre les fortifications ennemies. Bien que sa dotation incluât des obusiers de 152 mm, puissants mais statiques, elle était complètement inadéquate pour affronter la vitesse et la flexibilité de l'offensive allemande. Le panorama auquel Yakov s'affronta était brutalement confus. L'armée rouge n'avait pas fini de se déployer, les cartes étaient inexactes, les ordres contradictoires et les communications s'effondraient à mesure qu'avançait l'ennemi. L'entraînement reçu par les jeunes officiers était insuffisant pour traiter avec une guerre réelle, et encore moins avec une de telle magnitude. Les obusiers, difficiles à transporter, requéraient des positionnements calculés qui devenaient impossibles au milieu du chaos. Les divisions soviétiques étaient bombardées depuis les airs même avant d'avoir un contact terrestre. Des troupes mal approvisionnées se retiraient, sans coordination, laissant des trous qui facilitaient les encerclements ennemis. Les lignes défensives, planifiées sur le papier, s'effondraient avant de se construire physiquement. Ce fut dans ce désordre absolu que Yakov, encore avec un uniforme impeccable, se vit au commandement d'une batterie désarticulée avec des soldats qui savaient à peine quelle direction prendre.
Le 16 juillet, son unité resta complètement isolée près de la rivière Dniepr, à l'ouest de Smolensk. Encerclés par des divisions panzer allemandes, sans renfort, sans munitions, sans communication et sans route de retraite, les hommes commencèrent à se désintégrer moralement et physiquement. Certains tentèrent de s'ouvrir un passage en petits groupes, d'autres se retranchèrent dans des positions improvisées. Yakov, officier novice dans sa première expérience réelle de combat, avait maintenant sous sa responsabilité des dizaines d'hommes en situation désespérée. Les circonstances exactes de sa capture continuent sans s'éclaircir complètement. Certaines versions, postérieurement utilisées comme propagande, affirment que Yakov refusa de se rendre, déclarant « Je suis fils de Staline et je n'autorise pas la retraite de cette unité ». Cette phrase, recueillie par des récits postérieurs, aurait pu être une invention pour embellir une reddition forcée, ou peut-être un acte réel de défi idéaliste dans un moment sans issue. Une autre version propose qu'il tenta de cacher son identité en arrachant ses insignes, mais fut dénoncé par un traducteur soviétique capturé qui le reconnut et l'identifia devant les interrogateurs allemands, peut-être motivé par des ressentiments personnels envers le régime. Une troisième possibilité, plus simple et moins chargée d'héroïsme ou de trahison, est que Yakov fut fait prisonnier comme tant d'autres, épuisé, sans armes, sans options, dans un théâtre de guerre où l'échec tactique était une certitude. En tout cas, ce qui importa ne fut pas tant le comment, mais le qui. Au début, Yakov fut traité comme un prisonnier de plus. Mais il suffit de quelques jours d'interrogatoire pour que les Allemands comprennent qui ils avaient devant eux, le fils aîné du dictateur soviétique. Le 19 juillet 1941, la propagande allemande annonça au monde la capture de Yakov Djougachvili. Le message était clair, même le sang de Staline avait été touché par la défaite. C'était une humiliation symbolique sans précédent. Le régime nazi exploite l'annonce comme un échantillon de l'inévitable chute soviétique. Les émetteurs allemands diffusèrent des communiqués affirmant que Yakov s'était rendu sans lutter et qu'il se trouvait maintenant en sécurité en garde allemande, loin de la folie de son père. La réaction de Staline fut immédiate et dévastatrice. En apprenant la nouvelle, il prononça une phrase qui deviendrait historique. « Je n'ai aucun fils prisonnier en Allemagne ». Ce n'était pas une négation littérale. C'était, comme tant de fois dans sa vie politique, une déclaration d'exclusion définitive. Pour Staline, un soldat soviétique qui tombait prisonnier était un traître. L'ordre numéro 270, signé à peine quelques semaines avant, le laissait clair, se considérait déloyal tout combattant qui se livrait sans lutter jusqu'à la mort. La seule forme acceptable de ne pas retourner au front était la mort au combat. Il n'existait pas d'exception, ni même pour son fils. L'impact émotionnel de la nouvelle fut multiple. Staline non seulement vit sa réputation compromise devant le Politburo, mais sentit que Yakov, une fois de plus, avait échoué. Le lien avec lui, déjà fissuré depuis l'enfance, se rompit maintenant complètement. La capture n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais un coup politique qui touchait les fibres les plus profondes de son idéologie. Son fils, chair de sa chair, s'était rendu. Et cela, dans la logique du dictateur, était la même chose que le trahir. Les fonctionnaires du Kremlin évitèrent de mentionner le sujet. La propagande soviétique ignora la nouvelle officiellement. Aucun communiqué ne fut émis, ni il n'y eut de couverture dans la presse ou la radio. Cependant, dans une décision contradictoire, Yakov fut décoré des mois après avec l'ordre du drapeau rouge. La reconnaissance fut silencieuse, sans cérémonie ni mention publique. Possiblement, il s'agit d'une manœuvre interne pour préserver quelque chose d'honneur devant les archives militaires et amortir de possibles critiques internes. Pendant ce temps, entre les cercles militaires soviétiques se diffusait un message implicite. Si même le fils de Staline ne pouvait pas échapper aux conséquences de se rendre, personne d'autre ne devait espérer de clémence. La capture de Yakov renforça le message de terreur qui soutenait la discipline de l'armée rouge. Mourir au front était la seule sortie honorable. Être capturé, même sans faute directe, était équivalent à trahison. L'histoire de Yakov à ce moment cessa d'être celle d'un lieutenant novice attrapé dans la guerre. Elle se transforma en symbole d'un paradoxe essentiel du totalitarisme soviétique. Être trop proche du pouvoir ne garantissait pas la protection, mais des exigences impossibles. Au lieu de bénéficier de son lignage, Yakov fut puni avec une dureté proportionnelle à l'emblème qu'il représentait. Il n'était pas simplement un prisonnier de guerre.
Il était le rappel vivant que, dans l'URSS de Staline, même les liens de sang pouvaient être sacrifiés au nom du contrôle absolu. La capture de Yakov ne fut pas seulement un événement militaire. Ce fut une rupture émotionnelle, politique et symbolique. Elle représenta, pour des millions de Soviétiques, la démonstration définitive que le régime ne reconnaissait pas d'exception, ni même dans son noyau le plus intime. Pour Staline, cela signifia la confirmation d'une philosophie qui régissait déjà sa vie. On ne survit qu'en étant implacable. Et pour Yakov, ce fut le début d'une chaîne d'abandon, exploitation et solitude dont il ne réussirait jamais à échapper. Monnaie de propagande, Yakov dans les mains du Troisième Reich. Pour l'appareil propagandiste du Troisième Reich, capturer le fils aîné de Staline n'était pas seulement un coup militaire. C'était un joyau politique, une anomalie stratégique avec une valeur symbolique incalculable. Dans une guerre qui se livrait tant avec des chars qu'avec des tracts, avoir en son pouvoir le fils du dictateur soviétique offrait une arme idéologique qui pouvait endommager le moral ennemi, semer des doutes dans les rangs rouges et élever le prestige propagandiste du Reich sur la scène internationale. La nouvelle de la capture fut initialement traitée avec discrétion dans les hauts commandements de la Wehrmacht et de l'Abwehr. Il voulait s'assurer qu'il s'agissait réellement du fils de Staline avant d'exposer la découverte. Une fois son identité confirmée, les protocoles habituels de prisonniers de guerre furent suspendus. Yakov fut isolé, surveillé et transféré à une des installations spéciales de l'Abwehr, les services de renseignement militaire allemands où se traitait l'information de haute valeur stratégique. Les premiers jours furent dédiés à des interrogatoires systématiques. Les officiers de renseignement espéraient trouver un homme rancunier, désireux de se venger de son père pour des années de mépris. Ils imaginaient qu'ils pourraient le mouler facilement en un porte-parole utile, peut-être le plus efficace qu'ils eussent jamais eu. Ce ne serait pas seulement un déserteur, ce serait une figure chargée d'autorité morale, un symbole vivant que même la famille de Staline avait abandonné sa cause. Mais bientôt, ils se heurtèrent à une réalité plus incommode. Yakov n'était pas ce qu'ils attendaient. Il ne montrait pas de haine, ni passion révolutionnaire, ni ferveur politique d'aucun type. Il était plutôt un homme silencieux, introspectif, méfiant. Il répondait aux questions avec clarté, mais sans enthousiasme. Il offrait des informations techniques sur l'organisation militaire soviétique qui n'était déjà plus opérationnellement utile, mais se refusait de façon catégorique à parler de Staline en termes personnels. Il n'acceptait pas non plus d'élaborer des jugements moraux, ni offrait de critiques idéologiques. Ce refus fut déconcertant pour les Allemands. Ils ne comprenaient pas comment quelqu'un abandonné par son propre père pouvait résister à une opportunité si claire de vengeance. Pour eux, le manque de coopération ne pouvait s'expliquer que par une loyauté irrationnelle ou par la peur. Mais en Yakov, il n'y avait ni dévotion ni terreur, seulement une espèce de dignité contenue, une ligne qu'il n'était pas disposé à franchir, non par respect au régime soviétique, mais par respect à lui-même. Le ministère de la propagande, dirigé par Joseph Goebbels, prit alors le contrôle du dossier. Une stratégie à long terme fut conçue, d'abord le briser émotionnellement, puis le convertir en outil. Pour cela, il fut transféré à une résidence gardée à Berlin, un manoir confisqué, transformé en centre de rééducation pour prisonniers précieux. Là, il vivait dans des conditions qui, bien que loin du luxe, étaient notablement meilleures que celles d'un camp de prisonniers conventionnels. Lit individuel, salle de bain privée, repas réguliers et accès à des livres censurés. Pendant son séjour à Berlin, il fut soumis à une campagne constante de manipulation. Le visitaient des psychologues militaires, experts en guerre psychologique et agents du SD spécialisés en persuasion idéologique. Ils lui montraient des nouvelles sur les défaites soviétiques, photographies de camps de travail du Goulag, récits sélectionnés de survivants des purges. Ils lui offrirent des privilèges, sécurité, une identité nouvelle. Ils insinuèrent même qu'il pourrait vivre en Allemagne après la guerre, comme citoyen protégé sous une autre identité. Mais rien ne fonctionna. Yakov écoutait, parfois acquiesçait, mais ne cédait jamais. Quand ils lui offrirent d'enregistrer des messages radio dirigés aux troupes soviétiques, il le refusa avec calme, sans élever la voix. Quand ils le pressèrent avec des récits de l'Holodomor ou les déportations de minorités, il reconnut les injustices, mais précisa que sa condamnation ne le rendait pas traître. Il ne voulait pas être converti en instrument. Il ne désirait servir personne. C'était un homme sans patrie, mais pas sans limite.
Goebbels, frustré par son manque de collaboration verbale, changea de tactique. S'ils ne pouvaient pas utiliser sa voix, ils utiliseraient son image. Ils organisèrent des séances photographiques dans lesquelles Yakov devait apparaître serein, vêtu de vêtements propres, bien nourri. Certaines images furent retouchées pour le montrer souriant à côté d'officiers allemands, comme s'il existait de la camaraderie. Ces photographies furent insérées dans des tracts que les forces aériennes du Reich lançaient sur le front oriental, accompagnés de messages rédigés par des linguistes spécialisés. Un de ces textes, signé faussement par Yakov, disait « Cher père, j'ai été capturé, mais je vais bien. Bientôt je serai envoyé à un camp pour officier. Ils me traitent avec dignité. » L'objectif était clair, générer de la confusion, créer une fissure dans la narrative soviétique de résistance totale, humaniser l'ennemi à travers une figure proche de la coupole. Yakov fut informé de ces manipulations et sa réaction fut d'amère résignation. Il ne protesta pas. Il savait qu'il était entre les mains d'un appareil qui ne cherchait pas son bien-être ni sa vérité. Il se limita à s'écarter émotionnellement, à survivre en silence. Dans l'hiver de 1942, il fut finalement transféré au camp de concentration de Sachsenhausen, au bloc Sonderlager A, réservé pour prisonniers de haut profil, aristocrates, officiers alliés, politiques capturés et personnages d'intérêt diplomatique. À la différence du reste du camp, cette section avait des conditions relativement humaines. Yakov avait une cellule individuelle, accès à des aliments plus consistants et la possibilité de marcher à l'air libre à des horaires fixes. La correspondance qui lui était permise était censurée, mais existait. Là, il cohabita avec une élite captive. Officiers britanniques capturés dans des campagnes antérieures, membres de la famille royale yougoslave, anciens ministres français. Mais sa condition de fils du leader soviétique le convertissait en une figure incommode, étrangère à n'importe quel camp. Il n'était pas l'un des leurs. Il n'était pas non plus comme les autres. Les prisonniers britanniques, en particulier, le traitaient avec une froideur évidente. Ils le considéraient comme un représentant, bien qu'involontaire, d'un régime qu'ils méprisaient autant que le nazisme. Les différences linguistiques compliquaient encore plus l'intégration. Yakov parlait allemand, basique et russe. Son anglais était maladroit, appris partiellement à l'académie. Les conversations étaient tendues. Les discussions politiques étaient inévitables. Et bien que Yakov s'efforçât de nuancer, chaque affirmation sur l'URSS réveillait le rejet. Il se défendait comme il pouvait. Il critiquait ouvertement les purges, reconnaissait l'autoritarisme du parti, mais parlait aussi de l'éducation gratuite, de l'avance technique, de la résistance du peuple soviétique. Il ne le faisait pas comme propagandiste, mais comme quelqu'un qui avait vécu ce monde et qui trouvait encore en lui des aspects qu'il ne pouvait pas trahir complètement. Avec le temps, il se convertit en une espèce de figure ambiguë, un hôte forcé, ni ennemi, ni allié. Sa présence dérangeait. On ne pouvait pas l'accuser de collaborer avec les nazis, mais il n'était pas non plus un camarade. C'était un corps étranger, attrapé dans une catégorie qui n'avait pas de nom. De plus, il recevait des visites occasionnelles de hauts commandements allemands qui voulaient voir le fils de Staline comme s'il s'agissait d'une rareté de musée. Généraux, bureaucrates, même des personnalités du parti demandaient à l'observer pendant des minutes. Ils lui posaient des questions triviales, le regardaient avec fascination incommode, comme s'ils attendaient que ses gestes révèlent quelques secrets du Kremlin. Pour Yakov, chacune de ces visites était une humiliation muette. Il ne pouvait pas refuser, il ne pouvait pas s'échapper. Il ne lui restait qu'à résister debout. Sa valeur comme symbole, cependant, commença à diminuer. À mesure que la guerre se prolongeait et les fronts se durcissaient, l'attention du Reich se déplaçait vers d'autres priorités. La propagande avait besoin de nouvelles images, nouveaux succès. Yakov passa d'être un joyau stratégique à être une pièce stockée. Il ne pouvait pas l'utiliser, mais il ne savait pas non plus quoi faire de lui. Malgré tout, les Allemands conservèrent l'espoir que, le moment venu, sa figure pourrait servir comme monnaie de négociation. L'occasion arriva au début de 1943, quand le maréchal Friedrich Paulus fut capturé par l'armée rouge après la reddition allemande à Stalingrad. Ce fut alors que les premières rumeurs d'un possible échange commencèrent à circuler entre les officiers du Reich. Mais pour Yakov, cet espoir ne fut pas partagé. Il ne savait pas qu'une proposition se préparait. Il n'avait pas d'attente ni d'illusion.
Sa vie s'était réduite à une routine d'attente, une captivité sans horizon. Il n'était ni traître ni martyr, seulement un homme attrapé entre deux monstres qui l'utilisaient comme reflet de leur propre peur. Le dilemme du père, rejet de l'offre. L'hiver de 1942-1943 marqua un point d'inflexion décisif dans la Seconde Guerre mondiale. La bataille de Stalingrad, qui avait commencé comme une offensive allemande, s'était transformée en un piège mortel pour la 6e armée allemande. La capitulation finale du 2 février 1943 représenta beaucoup plus qu'une victoire militaire soviétique. Ce fut le moment où le mythe d'invincibilité allemande se brisa définitivement. Mais la capture du maréchal Friedrich Paulus créa aussi une opportunité inattendue qui ressuscita soudainement la pertinence stratégique de Yakov. Les Allemands virent dans la possibilité d'un échange une opportunité de récupérer un de leurs commandants les plus expérimentés et mettre à l'épreuve la force émotionnelle du dictateur soviétique. La proposition surgit dans les cercles de haut commandement allemand presque immédiatement. Heinrich Himmler, Joachim von Ribbentrop et Joseph Goebbels furent impliqués dans les discussions initiales. Pour eux, la logique était simple. Un maréchal de champ allemand était un actif militaire de valeur incalculable, tandis que Yakov, pour plus symboliquement important qu'il fût, n'avait pas de valeur opérationnelle directe. Cependant, la proposition avait aussi des dimensions psychologiques profondes. Les leaders nazis comprenaient que placer Staline dans la position de choisir entre son fils et un prisonnier ennemi serait une épreuve suprême de la froideur émotionnelle qui caractérisait le régime soviétique. La transmission de la proposition se réalisa à travers des canaux diplomatiques neutres, principalement la Suisse et la Croix-Rouge internationale. Le message était direct. L'Allemagne était disposée à libérer Yakov Djougachvili en échange de la libération de Friedrich Paulus. Aucune condition additionnelle n'était exigée. La réponse de Staline arriva avec une rapidité qui surprit même ses propres collaborateurs. Il ne demanda pas de temps pour considération, ne consulta pas avec le Politburo, ne sollicita pas d'informations additionnelles sur les conditions de son fils. Sa réponse fut immédiate, définitive et historique. « Je n'échange pas de maréchaux pour des lieutenants ». Cette phrase condensait de multiples niveaux de signification. En termes militaires, elle affirmait que la valeur stratégique d'un commandant expérimenté dépassait n'importe quelle considération personnelle. En termes politiques, elle déclarait que le régime soviétique ne ferait pas de concessions aux pressions émotionnelles de l'ennemi. En termes personnels, elle confirmait que Staline avait effacé définitivement Yakov de son univers affectif. Quand les Allemands, désespérés de récupérer Paulus, élargirent leur offre pour inclure Léo Robal, neveu de Hitler capturé pendant la même bataille, Staline rejeta aussi cette version élargie. Il n'était pas disposé à négocier la libération de Yakov sous aucune circonstance. Cette inflexibilité avait des racines profondes dans la psychologie stalinienne et dans la logique du système qu'il avait créé. Staline avait construit son pouvoir sur la base de discipline absolue et loyauté inconditionnelle. Faire une exception pour son fils aurait sapé toute cette structure d'autorité, suggérant que les règles qui s'appliquaient au reste de la population ne régissaient pas pour la famille du dictateur. De plus, le refus reflétait des calculs stratégiques plus amples. Paulus ne représentait déjà plus une menace opérationnelle significative pour les Soviétiques en février 1943, mais accepter l'échange aurait fourni aux Allemands une victoire propagandiste significative. La décision avait des précédents dans l'histoire personnelle de Staline, qui avait démontré répétitivement sa disposition à sacrifier des liens personnels en vue d'objectifs politiques. Il avait permis la mort de millions pendant la collectivisation. Il avait exécuté d'anciens camarades pendant les purges. Cependant, des témoignages de personnes proches suggèrent que la décision ne fut pas prise sans coup émotionnel. Plusieurs membres du cercle intime se rappelèrent que Staline avait passé de longues périodes en silence, fumant obsessionnellement et regardant des photographies qu'il gardait dans son bureau. Vyacheslav Molotov se rappela des années après que le dictateur avait commenté en privé. « Les Allemands ne comprennent pas que je n'ai pas de fils. J'ai seulement des citoyens soviétiques. » Cette phrase révélait la complexité psychologique de la décision. Ce n'était pas simplement de la cruauté gratuite, mais l'application d'une logique politique qu'il avait intériorisée jusqu'à reconfigurer sa compréhension des relations familiales.
Pour Yakov, le rejet paternel représenta la confirmation finale d'un modèle qui avait défini toute sa vie. Depuis l'enfance, il avait cherché la reconnaissance de son père, seulement pour trouver indifférence et mépris. Maintenant, dans le moment de plus grande vulnérabilité, quand sa survie dépendait littéralement de l'intervention paternelle, Staline avait choisi une fois de plus de le rejeter. Les registres allemands indiquent que Yakov fut informé du rejet soviétique à travers des canaux officiels du camp. Ses réactions immédiates ne furent pas enregistrées, mais des témoignages postérieurs d'autres prisonniers suggèrent que l'impact fut dévastateur. À partir de ce moment, Yakov perdit complètement n'importe quel espoir de libération. Il comprit qu'il était seul, abandonné tant par ses ravisseurs qui ne le considéraient déjà plus utile que par son père, qui avait confirmé officiellement son inexistence. Le rejet de Staline à la proposition d'échange se convertit en un des épisodes les plus cités comme évidence de la nature impitoyable du totalitarisme soviétique. Il établit un précédent sur les formes extrêmes que peut adopter la logique du pouvoir absolu, démontrant que même les liens familiaux les plus fondamentaux peuvent être subordonnés à des considérations politiques. Mort à Sachsenhausen, entre le suicide et l'exécution. Le printemps de 1943 trouva Yakov Djougachvili dans une situation d'isolement total que peu de prisonniers avaient expérimenté. Le rejet catégorique de Staline de l'échanger avait scellé définitivement son destin. Il n'était déjà plus utile pour les Allemands comme outil de pression politique, ni ne pouvait abriter d'espoir de libération soviétique. C'était un homme sans pays, sans famille et sans futur. Les conditions de vie dans le Sonderlager A s'étaient détériorées subtilement après l'échec des négociations. Bien qu'il continuât à jouir de privilèges relatifs, la qualité de son traitement reflétait sa valeur stratégique diminuée. Les rations se réduisirent graduellement, l'accès aux matériaux de lecture se limita et les opportunités d'exercice à l'air libre devinrent plus sporadiques. Plus significatif que ces privations matérielles était la détérioration de sa situation psychologique. Les autres prisonniers proéminents avaient commencé à le traiter avec une hostilité à peine dissimulée qui reflétait tant des préjugés idéologiques que la frustration par sa présence. Pour les officiers britanniques, il représentait un régime qu'ils considéraient aussi oppressif que le nazi. Ces tensions se manifestaient dans des discussions politiques de plus en plus échauffées que Yakov ne pouvait éviter, étant donné l'espace confiné. Son anglais limité compliquait les interactions, mais n'empêchait pas qu'il comprenne le mépris qu'il ressentait envers lui. Les registres administratifs pendant cette période décrivent son comportement comme progressivement renfermé et volatile. Il passait de longues périodes en silence, regardant par la petite fenêtre de sa cellule, mais expérimentait aussi des explosions d'irritabilité quand il se sentait provoqué. Le 14 avril 1943, ces tensions arrivèrent à un point de rupture qui résulterait fatal. Selon le rapport officiel allemand, l'incident commença avec une discussion particulièrement échauffée entre Yakov et plusieurs prisonniers britanniques sur les responsabilités respectives de l'URSS et la Grande-Bretagne dans le développement de la guerre. La dispute escalada quand les Britanniques accusèrent Yakov et son compagnon de cellule d'avoir sali délibérément les latrines communautaires. Cette accusation, apparemment triviale, toucha un nerf profond chez Yakov. Pour un homme qui avait passé toute sa vie luttant contre des accusations de comportement inadéquat, la suggestion d'incapacité à maintenir des standards basiques d'hygiène représenta l'humiliation finale. Sa réaction fut explosive. Il cria aux Britanniques, les accusa de préjugés et de chercher à le provoquer délibérément. La confrontation dura plusieurs minutes, pendant lesquelles Yakov montra une agitation qui alarma d'autres prisonniers. Quand les gardiens allemands intervinrent pour calmer la situation, il se dirigea vers eux avec un mélange de désespoir et fureur qu'aucun n'avait vu avant. Ce qui se passa ensuite a été objet de débats historiographiques pendant des décennies. La version officielle allemande soutient que Yakov sortit brusquement de son bloc pendant la période d'activité à l'air libre programmée. Ignorant les ordres des gardiens qui lui exigeaient de s'arrêter, il marcha directement vers la clôture électrifiée de 2,6 mètres de hauteur qui délimitait le périmètre du Sonderlager A. Le rapport allemand décrit les événements avec froideur bureaucratique. Selon ce document, Yakov s'approcha de la clôture électrifiée et, sans hésiter, étendit ses mains vers les câbles de haut voltage.
La décharge électrique fut instantanée et, selon les paramètres techniques, aurait dû être létale. Cependant, le rapport enregistre aussi qu'immédiatement après le contact avec la clôture, un garde de la tour de surveillance lui tira 4 fois avec son fusil réglementaire. Les tirs furent réalisés suivant le protocole établi pour tentative de fuite, bien que la logique de tirer sur un homme déjà électrocuté ne fut jamais expliquée de manière satisfaisante. L'autopsie réalisée immédiatement après révéla des détails qui compliquaient la narrative officielle. L'examen légiste montra des brûlures électriques sévères dans les mains et avant-bras, consistantes avec un contact direct avec des câbles de haut voltage. Cependant, il montra aussi 2 impacts de balles dans l'abdomen et un dans la cuisse, tirés depuis un angle qui confirmait qu'ils avaient été réalisés depuis la tour. Plus intriguant encore, le rapport médical indiquait que les blessures de balles avaient été infligées dans un corps qui ne montrait déjà plus de signes d'activité cardiaque. Yakov était mort par électrocution avant d'être criblé de balles. Les tirs avaient été réalisés sur ce qui était essentiellement un cadavre. Cette discordance a alimenté des spéculations sur les vraies circonstances. La première interprétation considère les faits comme un suicide délibéré. Yakov avait pris la décision de finir avec sa vie après avoir compris qu'il n'avait pas de futur possible. Cette théorie se base sur son état psychologique détérioré. L'isolement total, la confirmation du rejet paternel et l'hostilité croissante d'autres prisonniers avaient créé une situation émotionnelle insoutenable. Une seconde interprétation considère que ce fut une exécution couverte, déguisée comme tentative de fuite. Cette théorie se base sur le fait que Yakov avait perdu toute valeur stratégique et s'était converti en une complication administrative. Les défenseurs signalent des inconsistances. Pourquoi tirer sur un homme déjà électrocuté? Pourquoi n'y a-t-il pas de registre de tentatives antérieures de fuite? Une troisième possibilité est qu'il résulta d'une combinaison de facteurs. Dans un état d'agitation extrême, Yakov aurait pu s'approcher de la clôture sans intention suicidaire claire, comme réaction impulsive à la frustration. Les gardiens, interprétant son comportement comme menace à la sécurité, auraient suivi le protocole de tirer. Indépendamment de quelle interprétation soit plus précise, la mort représenta la fin tragique d'une vie marquée par le rejet et l'instrumentalisation politique. Il était né comme fils de l'homme qui se convertirait en un des dictateurs les plus puissants du XXe siècle, mais était mort comme un prisonnier sans nom. La nouvelle arriva au Kremlin à travers des canaux de renseignement. La réaction officielle de Staline fut laconique. La guerre est la guerre. Il ne demanda pas de détails, n'exprima pas de douleur, n'autorisa pas de reconnaissance officielle. Cependant, des témoignages de membres du cercle intime suggèrent que la nouvelle eut un impact plus profond. Lavrenti Beria se rappela que Staline avait passé plusieurs jours fumant obsessionnellement et regardant une photographie de Yakov qu'il gardait dans son bureau. D'autres collaborateurs notèrent des changements subtils. Il devint plus silencieux en réunion, plus brusque avec les subordonnés et plus enclin à des épisodes de colère apparemment injustifiés. Bien qu'il ne verbalisât jamais de repentir, son comportement suggérait que la perte avait remué des émotions qu'il croyait avoir enterrées. Sa femme Yulia continua en prison jusqu'en 1946. Sa fille Galina, de 5 ans quand mourut son père, grandit sans connaître la vérité sur les circonstances jusqu'à des décennies après. Son fils Yevgeny affronta la discrimination pendant toute sa vie en URSS, ne pouvant reconstruire graduellement son identité qu'après la mort de Staline en 1953. Seulement en 1977, 24 ans après la mort de Staline, Yakov fut discrètement réhabilité quand lui fut octroyé à titre posthume l'ordre de la guerre patriotique de première classe. Cependant, cette reconnaissance se fit en secret, sans cérémonie publique et sans permettre que la famille récupère la médaille. La mort de Yakov transcende les circonstances spécifiques pour se convertir en un symbole des contradictions fondamentales du totalitarisme. Son histoire illustre comment les régimes autoritaires peuvent détruire non seulement leurs ennemis déclarés, mais aussi ceux qui se trouvent trop près du pouvoir pour être ignorés, mais trop loin pour être protégés. En termes historiques plus amples, elle représenta le point final d'une des relations père-fils les plus toxiques enregistrées dans l'histoire politique moderne. Ce fut la culmination d'un modèle d'abandon émotionnel qui avait commencé en 1907 et avait continué à travers des décennies de rejet systématique.
Pour les historiens du totalitarisme, l'histoire de Yakov offre une fenêtre unique aux mécanismes psychologiques qui permettent aux dictateurs de maintenir le pouvoir absolu. Sa capacité à sacrifier même les liens familiaux les plus fondamentaux révèle la profondeur de la déshumanisation caractéristique de ces systèmes. Mais au-delà de ses implications politiques et historiques, la mort de Yakov fut simplement une tragédie humaine. La mort d'un homme qui avait passé toute sa vie cherchant l'amour et l'approbation qui lui avaient été niés depuis l'enfance. Sa mort à Sachsenhausen, qu'elle fût par suicide, exécution ou accident tragique, représenta la libération finale d'une vie qui avait été une prison émotionnelle bien avant de se convertir en une prison physique. Dans les câbles électrifiés d'un camp de concentration nazi, il trouva finalement l'échappatoire d'une existence modelée par des forces complètement hors de son contrôle.